Ah, bonjour, Bruno Botta de DHTV. Donc là, je suis avec Rémi Fauchereau de DHTV aussi. Voilà, nous sommes dans sa ville. Ouais, deux reporters de Et avec DHTV. Anne. Avec Anne, qui est juste à côté. Voilà. Et donc on est venu rendre visite à Rémi et puis lui demander des conseils parce qu'on est des relativement jeunes enquêteurs. Bon, moi, je suis pas un enquêteur chevronné, mais enfin, je connais quand même quelques trucs à force d'enquêter. Je connais quelques petites choses. C'est sûr que ça peut dépanner, quoi. Est-ce que tu as un questionnaire de base, par exemple? Ouais, questionnaire type. Je les ai préparés, je voulais vous en donner. Et quel type? J'en ai deux. J'en ai un qui a été fait par Gilles Munch du CNEGU, qui est très sophistiqué, qui est difficile, que les personnes âgées généralement n'aiment pas trop remplir parce qu'il est très bien fait, mais difficile, très technique, quoi. Et puis j'en ai un que j'ai pris, je crois que c'est dans peut-être bien que c'était un livre, c'était à la fin d'un livre ou d'un documentaire, d'un document de Gérard Lebas, si je me souviens bien. Gérard Lebas. Voilà. Puisqu'il y a le numéro de page de son livre, 385, etc. Ça devait être dans un livre. Et il était plus complet. En fait, quand je fais une enquête, j'envoie finalement les deux, parce que des fois, il y en a qui me remplissent les deux, parce qu'ils se complètent, tout simplement. D'accord. Alors donc, mais c'est deux choses, il y a à peu près la même chose dedans, mais sauf qu'il y a des choses qui sont un peu différentes de l'un à l'autre, comme ça. Alors, pour DHTV, quelles sont les questions types pour un ufologue? Il y a déjà l'état civil, si vous voulez, du témoin. Il y a la date à quelle heure il a vu ça, le jour, il y a ce qu'il a vu, description de l'observation, et puis il y a des questions secondaires, comme la météo, est-ce qu'il portait des lunettes, etc. Il y a beaucoup de questions comme ça. D'accord. J'ai rajouté aussi une question que j'avais prise dans Banque OVNI France, un livre qui était paru de Franck Marie, je crois, sur 400 ovnis sur la France. À la fin, il y avait une copie où il y avait plusieurs questions et c'était des cases à cocher. Ça se remplit bien et c'est fait très facile sur, par exemple, la trajectoire, la couleur, s'il y avait du bruit, s'il n'y avait pas de bruit. Alors, ça, c'est facile à remplir par les témoins aussi. Ça apporte un complément d'enquête. C'est bien. Nous, on a aussi un petit questionnaire type qu'on va te soumettre. Peut-être comme ça, tu nous diras ton avis. Ce que t'en penses. Donc, on a déjà eu 3, 4, on en est à nous combien? 5 témoins déjà. C'est le 5e cas. 5e enquête, oui. Donc, on a fait Alors, au fil du temps, notre questionnaire, il s'améliore un petit peu. Donc, actuellement, on a 21 questions. Et vous avez des questionnaires, par exemple, qui sont faits par la SOBEPS ou des trucs comme ça. C'est intéressant. Par exemple, la SOBEPS avait fait un questionnaire comme ça pour la vague de 1990 qu'il y avait eu, 89-90 qu'il y avait eu en Belgique, et elle le donnait à tous ses enquêteurs. Il est très bien fait, ce questionnaire, il a été repris par beaucoup de gens. Il y a aussi le questionnaire du Fomania, qui est très important aussi, qu'on peut télécharger, tout ça. Je crois qu'on peut toujours les trouver sur Internet et les télécharger. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous baser là-dessus, c'est les meilleurs questionnaires qui existent. La SOBEPS et Ufomania. Donc là, on a une enquête type. Voilà, donc par exemple, c'est l'enquête de la semaine dernière. Donc on a la date, l'état civil, mon prénom, l'âge de la personne, le lieu où ça a eu lieu, la précision du lieu, parce que parfois, au-delà de l'adresse, ça peut être dans la cour, dans le jardin, la forme de l'observation, le nombre, la couleur, s'il y avait des lumières ou des phares. Comment ça se déplaçait? Est-ce que les déplacements se faisaient en ligne droite ou avec des déplacements erratiques ou en cercle? La vitesse, la trajectoire, donc la direction par rapport au sud, au nord, etc. La distance évaluée, parce que c'est pas toujours évident. L'altitude, pour voir à peu près si c'était très haut ou très bas. Oui, on se donne un aperçu en fait. Et après, on fait une différence entre la taille apparente de l'objet et sa taille estimée. Voilà. Après, par rapport à l'estimation. Et la taille supposée, ce qu'on appelle la taille supposée, et l'angle par rapport à l'horizon, la météo, le ciel, la durée et le bruit. Vous avez fait la rose d'éléments?
Et on fait l'orientation par nord-sud, etc. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la trajectoire. Voilà. Nous, on a mis ça dans trajectoire. Et le dessin pour terminer. Le dessin de témoin. Il faut faire. On vient avec nos crayons de couleur. Les rapports de base. Voilà, donc nous, c'est notre enquête type. Anne. Voilà, c'est notre enquête type. Et après, donc, on établit un fichier, on a un grand fichier Excel. Donc, on respecte bien sûr l'anonymat des témoins. Hors de question de faire un fichier avec des noms de gens s'ils ne le souhaitent pas. Pareil, Et ensuite, ce fichier Excel permet de réaliser des fiches. Tu vas peut-être pouvoir montrer à Rémi la fiche de notre dernière enquête. La dernière enquête, voilà. Qui est juste et on a des super schémas aussi. Les gens sont des bons dessinateurs en général. Voilà, donc ça c'est la dernière enquête. Les osiers en Picardie. Et donc, grâce à un publipostage, en fait, on transforme notre fichier en texte et avec une jolie présentation, une fiche un peu propre. C'est bien, moi je fais encore le papier de stylo parce que quand j'envoie mon questionnaire aux témoins... Et là, on a les compléments d'enquête, les observations qui ont été faites aussi. Quand j'envoie le questionnaire aux témoins, c'est généralement des questions qui sont à remplir avec un stylo. Quoi. Oui, donc après, forcément... Le dessin du témoin, bien sûr. Donc là, on a le dessin du témoin. Et alors, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on renvoie notre fiche au témoin et on lui demande de corriger complètement le texte pour bien être certain qu'on représente exactement sa pensée et qu'on n'a pas fait de méprise dans l'interprétation. Puisque, quand même, l'idée, c'est d'obtenir un récit. Donc, on veut avoir un récit de l'observation. Ça vous fait quoi de vous voir comme ça, il y a un an, en train de montrer votre questionnaire à Rémi et d'attendre peut-être son approbation pour voir si c'était correct? Ça nous fait, moi ça me fait de l'émotion parce que c'était vraiment la première interview de Rémi. Et en fait ça remonte à notre début de voyage en plus. Et là on a vraiment 2 générations d'ufologues. Voilà, en sachant que sur le point de vue de l'âge, je suis pas très éloignée de Rémi. Oui. Mais jeune dans la tête parce qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Tout à fait, on est une jeune association qui existe depuis 2019, c'est pour ça que je dis jeune ufologue. Et encore septembre 2019. Oui. En fait, on va avoir même pas 2 ans. Même pas 2 ans, tout à fait. Donc à l'époque, je vois qu'on avait fait 5 enquêtes. Oui, c'est là, pas mal. On est en ajoutant celle qu'on a faite maintenant, on va être à 14. 14 enquêtes, oui. Si on arrive à mener à bien celle qu'on a eue... Alors à savoir que dans les 14 enquêtes, il y a encore des compléments. Est-ce que vous pensez que les jeunes ufologues doivent aller voir les anciens? Bien sûr. C'est primordial, c'est les bases. Il faut aller rencontrer les anciens justement pour avoir des nouvelles infos et qu'ils puissent vous diriger sur le... C'est très important de les écouter parce qu'ils ont l'expérience et en fait, tout à fait. À force d'accumuler des témoignages et des cas, ils ont quand même une certaine intuition du phénomène. On ne peut pas qualifier d'analyse scientifique du phénomène puisque c'est pas une science, mais au moins ils ont une intuition du phénomène et cette intuition elle est importante. Oui, il y a aussi la grande expérience de certains ufologues, donc ils connaissent bien l'enquête de terrain, donc ils ont des éléments sur certains cas et nous justement on est là pour apprendre, pour découvrir. Oui, peut-être des petites astuces de terrain aussi auxquelles on ne penserait pas forcément en tant que débutant. Et c'est pour ça que c'est important de les rencontrer justement. Ce qui est souvent le cas dans les témoignages anciens, c'est que pour trouver la date exacte, c'est pas facile. Exact. Souvent, c'est à 1 an près. C'est pas facile. Ou alors, des fois, il faut demander, des fois, il y en a qui ont été tellement marqués par le phénomène qu'ils ont tout noté sur un cahier. Bien sûr. Il faut leur demander s'ils n'ont pas noté ça sur un calepin, etc. S'ils ne veulent pas en faire des photocopies, vous en faites des photos. Que vous pouvez faire, si un jour vous voulez faire un livre comme moi, c'est aller, par exemple, aux bibliothèques municipales ou départementales, et puis regarder tous les journaux en feuilletant tout, page par page. C'est intéressant aussi. Ou alors aller sur les Luc comme de Luc Chastan, sur les sites de Luc Chastan, base OVNI France. Là aussi il y a beaucoup de données. Autrement il y a le site du GEPAN avec toutes les... Alors j'ai cherché sur le site du GEPAN, j'ai trouvé aucun OVNI qui correspondait à cette observation à l'époque citée. Après, ils n'ont pas tout. Non, ils n'ont pas tout. Ils sont loin d'avoir tout. Moi, le Lyon, ils ont 12 cas sur Lyon. Moi, j'en ai plus de 350. En plus, ce qui est intéressant avec le cas de Sylviane, c'est que ça se déroule au début des années 80, bien avant la Baye Beige.
Donc c'est très intéressant. Ils ont, oui, c'est intéressant. Ils ont ce que la gendarmerie, ce qui remonte à la direction générale de la gendarmerie, et puis c'est tout, le GEPAN. Mais autrement, il y a beaucoup de témoins qui ne parlent pas, qui ne vont pas dans les gendarmeries, qui ne causent pas témoin de ça. C'est le gros problème. C'est vrai que nous on rencontre souvent ça. Comme le témoin de tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas pu l'avoir. Ou qui se désistent au dernier moment. Oui, aussi, on a eu du mal à rencontrer certains témoins. Hein. Notre premier témoin, enfin non, deuxième témoin, c'était Pierre. Et Pierre, pareil, on a eu... alors c'est quelqu'un d'adorable et quand il nous a mieux connus, après ça s'est super bien passé. Mais au début, il avait peur. On avait plus de facilité. Il avait peur parce qu'il avait eu une mauvaise expérience avec des enquêteurs. Et en plus, il avait eu une mauvaise expérience avec les gendarmes qui s'étaient fichus de lui. Et puis après, même dans son village, tout le monde s'était fichu de lui, quoi. C'est le monsieur qui témoignait dans le reportage de FR3 Picardie. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas tout montré. Parce que ils ne montrent pas tout en fait dans le reportage. Dans le reportage, ils l'ont interviewé plus longtemps et nous on avait écouté. Et il avait dit avec beaucoup d'intelligence à quel point il avait été confronté à en fait l'incrédulité de tout son entourage, aussi bien des gendarmes, des gens du village. Il a été jugé, c'est vrai que là-dessus, ça n'a pas été évident pour lui. C'est vrai que ça fait peur pour les témoins, hein. Moi je comprends. Hein. Moi j'ai des témoins qui me disent « on a vu quelque chose, mais je vous préviens tout de suite, on fume pas, on boit pas, on se fume pas. » Déjà tu vois tout de suite que le gars il a peur de... Ou alors s'il en a parlé un peu, il s'est fait déjà passer pour un imbécile. Le témoin qu'on a vu à Proche d'Amiens, il était un peu hésitant au début. Il voulait même pas dévoiler le nom de sa ville, ce qu'on a parfaitement respecté. Ni nous recevoir chez lui, mais il savait pas où nous recevoir parce qu'il voulait pas être vu finalement. C'était très compliqué. C'est pas évident. Voilà, là c'est la fin de la première partie. Bon, pour ODH, il y aura la deuxième partie prochainement. Merci à vous.